Le docteur de la mort. Les histoires de Plovdiv. Ruben a toujours rêvé de devenir médecin. Depuis son enfance, ce rêve l'habitait profondément. En tant qu'aîné d'une fratrie de 7 enfants, tous les espoirs de la famille reposaient sur lui. Le jour de sa remise de diplôme en médecine fut une immense fierté pour toute la famille. Peu de temps après, il reçut un message. « Félicitations Ruben, vous avez été recruté comme médecin résident à l'hôpital Sainte-Clarisse. » C'était son premier emploi en tant que médecin. Et tout le monde s'attendait à ce qu'il commence à gagner des millions. Mais lorsqu'il ouvrit sa lettre d'embauche et vit le maigre salaire qu'on lui proposait, il fut dévasté. Il pleura dans sa chambre. « Comment vais-je survivre avec ce montant par mois ?» se demanda-t-il. Son père venait tout juste d'être honoré par le chef du village pour avoir donné naissance au tout premier médecin du village. Les attentes étaient énormes. Pourtant, son salaire ne couvrait même pas ses propres dépenses, encore moins celles de sa famille. Après environ 6 mois de travail sans envoyer les millions attendus, ses parents et ses frères et sœurs débarquèrent chez lui en ville pour l'insulter. « Tu es vraiment cruel, j'ai vendu 5 terrains pour t'envoyer à l'école et maintenant tu refuses de nous aider ? Tu travailles dans l'un des meilleurs hôpitaux de l'État et tu nous as oubliés !» s'écria son père. « Tout le monde m'appelle maman docteur, mais je n'ai rien à montrer, même pas de beaux habits. Tu n'es pas un bon fils !» ajouta sa mère en fondant en larmes. Ruben tenta de leur expliquer que médecin ne voulait pas dire riche, qu'il essayait simplement de survivre. Mais personne ne voulait comprendre. Quand ils partirent, il se mit à pleurer et pria pour un miracle. Puis, il fit l'impensable. Il commença à voler les objets de valeur de ses patients, montres, bagues, argent liquide, pour les revendre et subvenir aux besoins de sa famille ingrate. Étant médecin dans un hôpital privé prestigieux, ses patients étaient souvent riches. Et même lorsque des objets disparaissaient, les familles ne faisaient pas de scandale. Elles étaient plus préoccupées par la santé de leurs proches. Ce manège dura un certain temps, et sa vie s'améliora un peu financièrement. Un jour, un homme très riche fut admis d'urgence à l'hôpital. Ruben se précipita pour le prendre en charge. C'était exactement le genre de patient qu'il préférait. L'homme portait une paire de lunettes très particulière, un modèle que Ruben n'avait jamais vu. « J'aimerais pouvoir prendre ces lunettes. Elles doivent valoir une fortune, probablement des lunettes de créateur, » pensa-t-il. Pendant toute la journée, il cogita sur leur valeur et sur l'argent qu'il pourrait en tirer. À la fin de son service, voyant que le patient dormait, il vola les lunettes et rentra chez lui. À peine arrivé chez lui, il reçut un appel. « Le patient est mort juste après ton départ. Tu n'as rien remarqué d'anormal ?» demanda la voix avant de raccrocher. Ruben, bien que troublé, se sentit soulagé. Personne ne saurait jamais qu'il avait volé les lunettes, et de l'argent aussi. Cependant, les enfants du défunt vinrent à l'hôpital pour rechercher les lunettes. Leur père leur avait expressément demandé d'être enterrés avec, mais personne ne put les retrouver. Quelques jours plus tard, Ruben fit des recherches et découvrit que les lunettes valaient plusieurs milliers de dollars. Fou de joie, il décida de les essayer avant de les vendre, juste pour voir ce qu'elles avaient de si spécial. Mais ce qu'il vit le fit hurler de toutes ses forces. Dans les verres, il aperçut une femme tout près de son visage, respirant devant lui, les yeux et les dents dégoulinant de sang. Il essaya immédiatement d'enlever les lunettes, mais n'y parvint pas. Il regarda autour de lui. Rien. Il tenta tout. Les tirer, les briser, forcer les branches. Rien ne marchait. Ruben n'eut d'autre choix que de se rendre au travail avec les lunettes portées le lendemain. Dès son arrivée à l'hôpital, il reçut un email de la banque. « Venez finaliser votre prêt. » Le prêt qu'il tentait d'obtenir depuis des mois pour ouvrir sa propre clinique. Il n'en croyait pas ses yeux. La banque lui avait pourtant dit que jamais un prêt d'un tel montant ne serait accordé sans garantie. Ce même jour, une ONG qu'il avait sollicité des mois auparavant pour un financement le contacta soudain. Tout à coup, tout le monde se souvenait de lui. Quelques jours plus tard, il réussit enfin à enlever les lunettes. « Enfin !» s'écria-t-il soulagé. Mais dès qu'il les retira, sa vie commença à s'effondrer. Les appels de soutien devinrent des appels de déception. Les promesses s'évanouirent. Au départ, il ne fit pas le lien avec les lunettes. Mais une voix dans sa tête n'arrêtait pas de le pousser à les remettre. Lorsqu'il céda enfin et remit les lunettes, tous ceux qui l'avaient ignoré le rappelèrent pour s'excuser. Il dansa de joie, persuadé que ses vols avaient finalement apporté quelque chose de bon. En quelques mois, Ruben fit construire un immense complexe hospitalier, équipé de presque tout ce qu'il fallait pour gérer un hôpital de haut niveau. Il ne retira plus jamais les lunettes, sauf pour se doucher ou pour dormir.
L'argent affluait de partout, sans qu'il sache même l'expliquer. Il était euphorique. Jusqu'au soir où, assis seul dans son bureau, il consultait son compte bancaire, sidéré par les millions qui y figuraient, des millions qu'il ne savait même pas comment il avait gagnés. C'est alors que le visage ensanglanté de la femme qu'il avait vue la toute première fois en portant les lunettes réapparut. Il faillit hurler, mais se retint. La femme assise sur son bureau dit « Cela fait 2 ans que tu jouis d'un succès et d'une richesse inépuisables, grâce à moi. Au fond de toi, tu sais que ce n'est pas toi qui as gagné cet argent. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Il est temps de payer. » Ruben, tremblant, la coupa brutalement. « Je paierai tout ce que tu veux. Attends d'entendre les conditions d'abord, » dit-elle en léchant doucement ses lèvres. « Je m'en fiche du prix à payer. J'ai goûté à la richesse. Je ne retournerai jamais à la pauvreté. Tout ce que j'ai bâti doit rester à moi et à moi seul, » répondit-il d'un ton ferme. « Très bien, puisque tu insistes. Je viendrai chercher mon dû bientôt, » dit-elle avant de disparaître. Ruben, bien qu'un peu secoué, se mit à chanter et à danser, soulagé. Il avait toujours eu un doute, que cette richesse ne soit pas vraiment la sienne. Mais maintenant, il était certain, tout lui appartenait. Quelques mois plus tard, Ruben se trouvait en salle d'opération. Il devait opérer un jeune homme victime d'un accident ayant causé une fracture. Soudain, la femme réapparut. Pris de panique, il demanda aux infirmières de quitter la salle. « Penche-toi et commence à boire son sang », ordonna-t-elle. Ruben, horrifié, voulut protester, mais s'arrêta net lorsqu'il sentit le souffle de la dame sur son visage. Sans comprendre comment, il s'inclina et commença à boire le sang du patient. Quand il releva la tête, le corps du jeune homme était desséché, réduit à un squelette. Tremblant, il murmura « Comment vais-je expliquer cela à sa famille ?» La femme éclata de rire, un rire si terrifiant qu'il en eut des frissons. « Dis-leur ce que tu veux. Personne ne te remettra en question maintenant. » Puis elle disparut à nouveau, le laissant seul, trempé de sang, paralysé par la peur. Ruben reprit ses esprits, courut jusqu'à l'évier, se lava les mains, puis recouvrit le corps du jeune homme. Il était mort. Ruben sortit de la salle d'opération, s'adressa à ses infirmières. « Retournez à vos postes et ne vous approchez pas de la salle de chirurgie. » Il tituba un instant dans le couloir vide. « Dans quoi me suis-je embarqué? Boire du sang humain? Ce prix est trop élevé. Est-ce que ça vaut vraiment mon succès ?» Puis il secoua la tête. « Non, non, tout vaut mon succès. Je ferai n'importe quoi pour rester au sommet. » Il se redressa, se recomposa et marcha calmement vers la salle d'attente. Devant la famille du jeune homme, il annonça froidement « Il est décédé. » Des cris et des lamentations éclatèrent aussitôt. « Mais c'était juste une jambe cassée. Comment a-t-il pu mourir ?» s'indignait la famille. Ruben resta impassible, attendant leur réaction lorsqu'ils verraient le corps. Ils virent le cadavre, mais personne ne remarqua rien d'étrange. Ils ne le voient même pas comme il est, pensa Ruben, soulagé. Il retourna dans son bureau et se remit à danser. Le cycle reprit. Chaque mois, un jeune patient, en pleine santé ou avec un simple mal mineur, mourait mystérieusement. Personne ne le soupçonnait. Sa parole était loi, son influence incompréhensible. Il devint très riche, célèbre, adulé. Il créa des fondations, des orphelinats, des actions humanitaires, une façade parfaite. Tout le monde chantait ses louanges. Un médecin travailleur, un philanthrope au grand cœur. Personne ne connaissait la vérité. Il mit des années avant de se marier. Il ne voulait personne trop proche de ses affaires. Mais la pression de ses parents le força à franchir le pas. Quand sa femme tomba enceinte, il l'envoya vivre à l'étranger pendant qu'il restait au pays. Ses parents et ses frères devinrent riches à leur tour. La famille tout entière était citée comme un exemple de la pauvreté à la richesse. À l'hôpital, chaque infirmière sentait qu'il y avait quelque chose d'étrange. Mais c'était comme un mauvais rêve qu'on oublie au réveil. Ruben remarqua aussi un changement inexplicable. Il ne vieillissait plus. Depuis qu'il avait commencé ses paiements, dans la trentaine, il avait conservé la même apparence. Pire encore, il semblait rajeunir. Il cessa alors de rendre visite à sa famille à l'étranger. Son apparence trop juvénile commençait à susciter des questions. Il en vint même à porter de fausses mèches grises et une barbe blanche, mais les gens voyaient toujours qu'il avait l'air d'un jeune homme. 40 ans plus tard, ses parents étaient morts. Certains de ses frères aussi. Les autres étaient âgés et son propre fils avait l'air plus vieux que lui. Puis un jour, une femme se précipita à l'hôpital avec son fils unique. Le garçon, 17 ans, avait eu un accident en jouant au foot. Il saignait de la tête. Ruben le vit et sut instantanément, c'était son prochain sacrifice.
La mère du garçon faisait les 100 pas dans la salle d'attente, au téléphone avec des proches qui accouraient pour la soutenir. Après quelques heures dans la salle d'opération, Ruben sortit et annonça la mort du garçon. Tout le monde éclata en pleurs, sauf la mère. Elle se leva d'un bond. « Je veux voir mon fils !» On la conduisit au corps. Elle poussa un cri strident. « Qu'as-tu fait à mon fils? Pourquoi ressemble-t-il à un squelette ?» C'était la toute première fois que quelqu'un voyait le cadavre tel qu'il était réellement. Et comme si les yeux de tous venaient de s'ouvrir, l'horreur éclata dans la pièce. Les gens crièrent « Quoi ?» Ruben, pétrifié, comprit que la vérité était enfin visible. Pris de panique, il s'enfuit vers son bureau, poursuivi par la foule. Il claqua la porte derrière lui et la verrouilla. « Ouvre cette porte !» hurlait-il en cognant avec rage. Dehors, la police était déjà en route. Quand la police est arrivée, la porte du bureau de Ruben avait été violemment forcée, mais il avait disparu. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il possédait une sortie secrète derrière son bureau par laquelle il s'était échappé. La nouvelle de ce que le docteur Ruben avait fait se répandit dans tout le pays, et personne ne pouvait expliquer le mystère autour de cette affaire, ni comprendre comment il avait pu transformer un patient en squelette. Certains allèrent jusqu'à soupçonner un culte occulte. Certains proches de Ruben le renièrent, le traitant d'abomination et de honte. Des années plus tard, Ruben entra dans un nouvel hôpital et se présenta à la réception. « Bonjour, je suis le nouveau médecin résident, docteur Ruben », dit-il en souriant à l'infirmière. Les infirmières furent immédiatement séduites. « Il est tellement beau et jeune », dit l'une d'elles. Ruben, qui paraissait avoir à peine 30 ans mais avait en réalité près de 100 ans, se présenta comme un médecin expérimenté venant des États-Unis. Comme l'hôpital recherchait justement un médecin ayant une expérience américaine, il postula et présenta tous les diplômes qu'il avait mystérieusement obtenus d'une université aux États-Unis. Dès sa première semaine à l'hôpital, les morts commencèrent. D'abord, une jeune mère qui venait d'accoucher. Ruben déclara qu'elle était morte d'une hémorragie. Puis, ce fut un enfant, ensuite un autre patient. En moins d'1 an après l'arrivée de Ruben, l'hôpital enregistra plus de décès qu'en 5 ans d'existence. Pire encore, Ruben hypnotisait tout le monde autour de lui pour les rendre aveugles à ses meurtres. Ainsi, malgré les morts, personne ne le suspectait. Tous disaient que la situation devenait inquiétante, y compris lui-même. Un jour, une femme d'âge moyen se présenta à l'infirmière de la réception. « Je suis Madame Thérèse. Ma fille est au bloc opératoire pour accoucher. »« Patientez, madame. Asseyez-vous, » répondit joyeusement l'infirmière. Madame Thérèse attendait dans le hall avec son gendre, tous deux inquiets pour sa fille. « Calme-toi, Nicolas. Nous avons fait le bon choix en l'amenant dans l'un des meilleurs hôpitaux du pays. Tout ira bien. J'ai aussi entendu dire que leur médecin résident est un praticien expérimenté venant des États-Unis, » dit Madame Thérèse pour rassurer son gendre anxieux. « Bienvenue, docteur. Bienvenue, docteur » chantèrent les infirmières en chœur, alors que Ruben se précipitait vers la salle d'opération pour une césarienne. Madame Thérèse l'intercepta. « C'est vous qui allez opérer ma fille? S'il vous plaît, prenez bien soin d'elle, » le supplia-t-elle avec émotion. Alors que Ruben allait lui répondre, Madame Thérèse aperçut son reflet flou dans la vitre derrière lui et poussa un cri. « Qu'est-ce que c'est ?» s'exclama-t-elle en montrant le reflet. Ruben se retourna et vit son apparence, un squelette vivant. Il se retourna vers Madame Thérèse, qui hurlait toujours, et lui demanda « Que se passe-t-il » feignant l'incompréhension. « Ne touchez pas à ma fille !» cria-t-elle, avant de courir vers son gendre. « Entre là-dedans, va chercher ma fille, on s'en va !» répétait-elle, paniquée. Mais Ruben, qui ne savait pas quand il trouverait une nouvelle victime à sacrifier, car l'hôpital connaissait une faible fréquentation et son apparence de cadavre trahissait le fait que son paiement en sang était arrivé à expiration, se précipita dans la salle d'opération et en verrouilla la porte. Il ouvrit la femme, vida tout le sang de son corps, puis s'enfuit par la porte arrière. Lorsque Madame Thérèse et les infirmières parvinrent à ouvrir la porte, sa fille était déjà morte depuis longtemps avec son bébé. Elle ressemblait à un cadavre vieux de plusieurs jours, et tous pouvaient enfin voir cette réalité. Elle pleura sa fille et poursuivit l'hôpital en justice. Comme auparavant, la nouvelle se répandit dans tout le pays et Ruben devint à nouveau un homme recherché. Il se cacha à nouveau. L'argent n'avait jamais été un problème pour lui. Il lui suffisait d'y penser pour que sa mallette se remplisse comme par magie. Il logeait dans les hôtels les plus luxueux et se déguisait toujours avec une perruque et une barbe blanche touffue. Mais une chose restait inchangée, ses lunettes.
celles qu'il portait depuis des années. Il croyait que ces lunettes étaient à la fois la source de sa richesse et de son malheur, mais il était incapable de s'en débarrasser. Il avait essayé de s'en débarrasser quelques années plus tôt, et ce même jour, il reçut un appel l'informa de la mort brutale d'une de ses petites sœurs, qui s'est juste évanouie et ne s'était plus jamais réveillée. Mais lui, il savait ce qu'il s'était passé. Depuis ce jour, il décida de ne plus enlever de lui-même ses lunettes maudites, de peur de perdre un autre membre de sa famille restante. « Je suis fatigué de vivre et de fuir. J'ai plus de 120 ans. Mais je suis un homme recherché qui ne peut vivre plus d'une semaine sans boire 4 litres de sang, » murmura-t-il, assis au sol, repensant à sa vie. Il se souvint de tout ce qu'il avait été prêt à faire pour réussir, pour rendre fière sa famille, comment il était devenu l'un des médecins les plus riches du pays, et surtout de sa rencontre avec ce vieil homme dont il avait volé les lunettes, celle qui avait changé sa vie. En pleurant, plein de regrets, il pensa à ce que sa vie aurait pu être, simple, heureuse, paisible, s'il avait laissé la vie suivre son cours. Si j'avais su, je n'aurais jamais volé. Je n'aurais jamais accepté ce pacte absurde. Comment me débarrasser de ces lunettes et être enfin libre, se demanda-t-il en sanglotant. Il fit venir une fille escorte. Mais au lieu de lui vider le sang comme il le faisait d'habitude, il la supplia. « Enlève-moi juste ces lunettes, et je te donne 10 millions, » dit-il d'une voix faible. Il ressemblait déjà presque à un squelette. Il avait juré de ne plus prendre de sang, espérant enfin reposer en paix. Mais plus la jeune femme essayait de lui retirer les lunettes de force, plus sa soif de sang grandissait. Ce qu'il ignore est que l'esprit des lunettes choisit lui-même qui poursuivre et à qui appartenir. Finalement, il la vida complètement de son sang. Affamé, désespéré, il se remit à pleurer, appelant la mystérieuse femme qu'il avait vue au début de tout cela. Cela faisait plus de 50 ans qu'il l'invoquait, sans succès. Mais ce jour-là, c'était différent. Sa colère était trop grande. Alors qu'il s'apprêtait à sortir pour chercher une autre victime à qui transmettre ses lunettes, un rire étrange et dément éclata à ses oreilles. « Tu as demandé une richesse infinie, je te l'ai donnée. Tu voulais une longue vie sans maladie, je te l'ai offerte. Alors pourquoi pleures-tu et m'appelles-tu depuis toutes ces années ?» lui souffla une voix glaciale. La femme apparut derrière lui. « Tu pensais que l'argent était tout. Tu t'es vendu pour l'obtenir. Pourquoi vouloir tout avoir tout de suite ? Tu voulais ressembler à quelqu'un que tu n'étais pas et tu t'es mise à voler, jusqu'à voler ce qui m'appartenait, » rugit-elle, furieuse. « Mon pacte n'a pas de fin. Tu ne m'appelles plus jamais. » Puis elle disparut. Fou de désespoir, Ruben descendit au bar de l'hôtel et but jusqu'à perdre connaissance. Il se réveilla plusieurs heures plus tard à l'hôpital. Sans ses yeux, ses lunettes, elles avaient disparu. Une voix jeune le tira de sa torpeur. « Oh, vous êtes réveillé. Je suis désolé de vous informer que la plupart de vos organes ont cessé de fonctionner. Vous devriez appeler votre famille. Vous n'avez plus que quelques heures. » Ruben se mit à rire et à applaudir, choquant les médecins autour de lui. « Monsieur, vous avez vieilli de manière spectaculaire. Vous prenez un traitement particulier ?» demanda un autre médecin. Mais Ruben continua de rire et de tousser. Il réussit à demander d'une voix rauque « Que s'est-il passé avec mes yeux? Pourquoi sont-ils vides ?» Il attrapa un médecin par le col et murmura à son oreille « Tu as pris mes lunettes, n'est-ce pas? Ne les porte surtout pas. Jette-les, maintenant. Sinon, tu regretteras de ne pas l'avoir fait. J'aurais aimé qu'on me prévienne quand j'ai volé cet objet maudit. » Le médecin, effrayé, se recula en criant « Il délire, il parle de ses lunettes !» Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, le corps de Ruben fondit en poussière, comme s'il avait été enterré depuis des décennies. Pendant ce temps, l'homme qui avait récupéré les lunettes les enferma dans une boîte. C'était un simple agent d'entretien à l'hôpital. Il avait été étrangement attiré par les lunettes, sans savoir pourquoi. Peut-être parce qu'il avait, lui aussi, cette envie pressante de réussir à tout prix. Peut-être. Ne laisse personne te mettre la pression. Mais surtout, ne te la mets pas toi-même. Profite plutôt de chaque instant que tu as la grâce d'avoir le souffle de vie. Et prie en entrant dans un hôpital. Merci d'avoir suivi cette histoire. Et merci de nous encourager en s'abonnant et en laissant un j'aime. À la prochaine pour une nouvelle histoire.